Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Bruno Solo dans La Série. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de te rencontrer au studio de la scène à Paris où tu prêtes ta voix au tout nouveau film d'animation Une rencontre inattendue réalisé par le talentueux David Willer. Prêt ? Pour une interview sans filtre ? Absolument, Laurent. Bruno, ça tombe filtre, bien. Je mettrai les filtres que je veux. Oui, tu fais comme tu veux, voilà. C'est toi qui décides. Je laisserai passer des gros bouts quand même. C'est vrai, écoute, moi je sais que... C'est plus une passoire qu'un filtre. Je sais qu'avec toi on va être gâté. Voilà. Gros fumeur, on va faire une interview que sur la cigarette. Alors gros fumeur, Bruno. Je ne fume pas. Ça fait 15 ans que je ne fume plus. Et tu tiens le coup. C'est mes plus grandes fiertés. Ah oui, j'y pense même plus. Ça ne me traverse plus l'esprit. Je ne fumerai plus jamais. Jamais. Et c'est quoi la différence entre un fumeur et quelqu'un qui ne fume plus depuis 15 ans au quotidien ? C'est-à-dire que je prends plus l'ascenseur et que je n'en veux pas quand j'arrive au 8e étage. Alors qu'à l'époque, je me lançais ce genre de défi et quand j'arrivais au 8e, avant de sonner à une porte, quelle qu'elle soit, je prenais une bonne dizaine de minutes avant d'oser me présenter. Maintenant, non, je peux y aller, je suis fringant, malgré mon grand âge. Et quel a été ton secret magique que tu vas partager pour tous les fumeurs et les fumeuses ou les fumeuses et les fumeurs qui nous écoutent ? Non, mais t'as raison, c'est une vraie question. Oui, je veux bien le partager parce que, en fait, ma fille, mon fils et mon épouse ne fumaient pas. Bon, maintenant, ma fille, elle s'est mise à fumer parce qu'elle a 20 ans. Mais mon fils ne fume toujours pas. Ma femme n'a jamais fumé. Et c'est vrai que souvent, il me disait, ça pue, tout simplement. C'est désagréable. Et puis, si un jour, tu claques à cause de ça et tout. Bon, c'est des paroles faciles. Un fumeur, il n'est pas convaincu avec ça. Mais tout d'un coup, je me suis dit, écoute, je vais leur faire plaisir. On s'entend bien, on s'aime. Je vais pas donner le mauvais exemple. Pourquoi pas? Donc, j'avais la volonté. Et la volonté a été accompagnée par un hypnothérapeute que je suis allé voir. J'ai fait une séance et je n'ai plus jamais fumé de ma vie. Je pense que j'étais conditionné à le faire, que l'hypnothérapie m'y a aidé et que depuis ce jour-là, même sur certains films où je fume, c'est-à-dire des cigarettes de cinéma, c'est des cigarettes sans tabac, sans nicotine, sans goudron, mais ce sont des cigarettes factices, mais qui se consument, eh bien même le geste de fumer ne m'a pas donné envie de refumer et je refume assez régulièrement sur certains films quand le rôle s'y prête et ça me donne pas envie. Donc je suis vraiment content de m'être guéri de cela, pas de tout, mais de la clope, en tout cas, ça c'est sûr. Ah, tu nous dis pas du tout. Non, pas du tout. Et puis j'ai pas alors justement, quelles sont les autres guérisons que tu souhaiterais réaliser en 2025, mon cher Bruno ? Non, je vais plutôt te lire celles dont je n'ai pas envie de me guérir. J'ai pas envie de me guérir du vin, par exemple. J'ai une passion pour le vin, les Bourgognes en particulier, parce que ma belle-mère habite en Bourgogne et que j'adore aller la voir et lui dévaliser sa cave. Je le fais pendant son sommeil, évidemment. Non, je déconne. Je le fais avec son consentement. Tu fais ce que tu veux, hein. On dira rien. Je le fais avec son consentement, mais c'est vrai que depuis qu'elle habite en Bourgogne, je me suis rendu compte que le vin, ma passion pour le vin bourguignon est plus grande que pour le vin bordelais, même si j'aime encore les bordelais, mais voilà. Ça, je n'ai pas envie de m'en guérir. Je n'ai pas envie de me guérir de certaines addictions que je trouve agréables, mais je vais pas toutes les dire. Ça, c'est mon premier filtre. Ok, je le prends, je vais le mettre de côté celui-ci. Voilà. Pour l'instant, j'ai tout laissé passer à travers la passoire, mais pas ça, voilà. Voilà, il y a des addictions dont j'ai pas envie de me guérir, et puis d'autres auxquelles je penserai un peu plus tard, quand mon âge me rattrapera tellement que je me dirai, Bruno, ça faut que t'arrêtes. Mais tu es encore très jeune. Les acteurs 60 ans, ça commence à être... Les acteurs sont des gamins éternels ou des adolescents. Ça, c'est un peu vrai, par contre. Éternels. Je te le concède. Voilà. Bruno, pour entrer dans le vif du sujet, qui es-tu vraiment, Bruno Solo, au-delà du comédien ? Débrouillez-vous avec cette question. Là, tu me vois quand ça devient compliqué. Tu as vu ? Il va falloir que je trouve les mots justes et après les avoir trouvés, bien les peser. Parce qu'on se connaît très peu, Laurent, même si on se connaît. Déjà. Et au bout de 5 minutes, tu me demandes qui je suis vraiment, on dirait une date. C'est exactement ça. C'est le principe de cette interview. Alors, ça finira par une grande histoire d'amour qui a déjà bien commencé. Je suis un homme solitaire. Pour l'instant, je suis un homme solitaire, donc mais épris de son épouse et de ses enfants. Blague à part. Alors, je m'appelle Bruno Solo parce que lorsque j'étais petit, j'étais un enfant solitaire et lorsqu'il s'est agi de me choisir un nom d'artiste des années plus tard,
sans savoir qu'un jour je deviendrais artiste, même si à 13 ans j'avais pris cette décision. Yvan Le Bolloc, avec qui j'ai commencé à travailler dans les années 90, au début des années 90, même en 1990 très exactement, sur le top 50, il m'a dit écoute, moi je m'appelle Bolloc, tu t'appelles Bruno Lassalle, c'est un joli nom, mais ça sonne pas. Bolloc et Lassalle, ça sonne pas. Yvan et Bruno, ça sonne pas. Nous sommes un duo, il faut que tu trouves un nom d'Auguste, puisque moi je serais sans aucun doute de nous deux le clown blanc. Donc effectivement j'ai cherché, je me suis souvenu que j'étais un enfant solitaire et je me suis souvenu aussi que en 1977, j'avais 13 ans, au cinéma sortait un film qui s'appelait La Guerre des Étoiles. Et Han Solo était mon héros, ce franc-tireur, un peu rebelle, grande gueule et tout. Il incarnait tout ce qu'on rêve d'être quand on est adolescent. On regarde cela et on se dit « Ouah, j'aimerais bien être Han Solo ». Certains avaient peut-être envie d'être Luke Skywalker, mais moi j'avais plutôt envie d'être Han Solo. D'autant plus qu'il sort avec la princesse Leia, et puis voilà, donc c'était plutôt mon trip. Et donc voilà, j'ai choisi ce nom et il correspond assez bien à l'homme que je suis, sur une recherche perpétuelle de solitude, tout en ayant conscience du monde qui m'entoure et le plaisir d'être avec les autres, mais la recherche vraiment très vivace de moments de contemplation, d'oisiveté, et pour cela il faut que je sois seul. Donc voilà l'homme que je suis, et puis autrement voilà quelqu'un qui n'a revendique qu'une seule qualité, c'est d'être curieux. Et toutes les autres qualités, c'est aux autres de les définir pour moi. Mais suffisamment de défauts que je pourrais avouer. Mais là, à nouveau, je fais intervenir le filtre. Deuxième filtre. Non, oui, je vais le mettre de côté, celui-ci. Je vais pas te mettre en pâture. Tu as droit à 3 filtres. Hein. Après, tu te débrouilles. Hein, parce qu'au bout d'un moment, si tu veux, si tu m'enlèves 25 de filtres, ça va être compliqué. Oui, mais après, j'ai des jokers. J'ai combien de jokers? Tu peux même partir en courant. Je peux pas te rattraper, mon ami. Donc voilà, écoute, voilà, je suis un garçon curieux, j'espère empathique et un peu solitaire, mais vraiment une sorte de vampire bienveillant. Je vais te proposer un exercice. Je te montre le miroir de la série. Que vois-tu dans ce miroir? Au-delà d'un physique de jeune premier. Oui, c'est ça. Je vois un homme qui a pris un bon coup de pelle. Ouais. Qui a 60 ans, avec un front, mais alors on dirait un fronton de pelote basque tellement il est large. Je me demande comment on peut avoir un front aussi large, si tant est qu'il puisse abriter quelque chose de correct, à savoir mon cortex. Voilà. Et enfin, tout ce qu'il en reste, en tout cas. Et au-delà du miroir. Beaucoup, et au-delà du miroir. Oui. Je vois un homme qui a à peu près, si ce n'est accompli ses rêves, mais en tout cas qui marche toujours vers ses rêves et vers ses désirs. Voilà, je crois que, comme le disait le philosophe, l'important c'est pas le but mais le chemin. Et je regarde un gars qui chemine à peu près sereinement avec ses angoisses, ses anxiétés, mais qui, ma foi, bon voilà. Voilà un solo qui accepte assez bien de voyager en duo. Tu l'aimes bien, ce Bruno Solo? Pas toujours. Mais dans l'ensemble, il vaut mieux un peu s'entendre avec soi, autrement ça devient compliqué aussi d'aimer les autres. Si vous avez un peu de mal avec vous-même sans cesse, que vous êtes tout le temps dans l'autodénigrement, dans la flagellation, ça il faut le faire justement quand vous êtes seul, pour pas que les autres y assistent, parce que ça peut être toxique. Mais il y a des fois où je me déteste, et puis il y a des fois où je me dis montre de toi le meilleur possible. C'est quand même plus rassurant pour ceux qui nous côtoient et qui nous accompagnent, quoi. Et pourquoi parfois tu ne l'aimes pas, ce Bruno? Quelles sont les vraies raisons? Je le trouve trop anxieux, je le trouve trop inquiet, je le trouve trop colérique parfois, de mauvaise foi. Alors c'est extraordinaire, je suis le roi de la mauvaise foi, mais c'est élevé au rang d'art chez moi. C'est vrai? Ouais, mais enfin je suis un champion quand même, moi. Oui. Mais une mauvaise foi qui ne dure jamais longtemps, c'est-à-dire qui ne résiste pas à la première attaque ou à la première contre-attaque de quelqu'un qui me regarde et qui me dit non mais enfin t'es ridicule, t'es d'une mauvaise foi absolue. Et je reconnais vite. C'est-à-dire je suis ni quelqu'un de rancunier ni quelqu'un qui s'enfonce dans la mauvaise foi. La mauvaise foi m'amuse presque comme un exercice de style. Mais en revanche, je ne la cultive pas comme de manière systémique, quoi. Voilà. Si tu avais l'occasion de voyager dans le passé et de te parler quand tu étais petit, quel conseil te donnerais-tu ou donnerais-tu au petit Bruno? C'est marrant que tu me dis ça parce que je suis obsédé par l'idée du voyage dans le passé. J'ai même écrit un livre qui s'appelle Le Voyageur d'Histoire, où je pars à la rencontre de personnages qui ont marqué mon existence. Ça peut être Suétone, Cléopâtre, Jacques de Molay, Rabelais, Artemisia Gentileschi, la comtesse de Ségur, et je vais les voir. Je me fais contemporain d'eux et Brillat-Savarin, et je me fais passer pour un commis, pour un peintre, pour un cuisinier, pour un dessinateur, pour un biographe, et je discute avec eux l'espace de
d'une journée comme ça. Donc l'idée du voyage dans le passé, mais je m'étais jamais concrètement posé la question de savoir si je venais là, moi, homme de 60 ans, voir le Bruno de 5-6 ans. C'est marrant parce que je lui dirais, aie moins peur. Je suis un garçon plutôt joyeux, mais j'ai des peurs profondes ancrées en moi, et je lui dirais, aie moins peur. Et pourtant, en revenant aujourd'hui, je lui dirais, bah tiens, c'est marrant que je ne me sois pas écouté. Pourtant, j'avais été averti par moi-même, par mon futur Bruno. Il vient me voir, il me dit, Bruno, ça sert à rien d'avoir peur. Beaucoup de choses vont bien se passer, tu traverseras aussi des tempêtes, mais dans l'ensemble, ça va plutôt bien aller. Eh ben, malgré tout, en grandissant, en étant visité par moi-même, eh ben j'ai toujours un peu peur. Et d'où te venaient ces peurs, Bruno? Mes peurs, elles me viennent du fait que j'ai été un enfant extrêmement, avec ma sœur, nous avons été extrêmement choyés, adorés, aimés, accompagnés par nos parents, enlacés, embrassés, avec beaucoup de tendresse. Mes parents que nous avons perdus, ma sœur et moi, en 2018 et 2019. Et quand, en fait, mes parents nous ont lâchés dans le monde, allez, je parlais que en mon nom, mais m'ont lâché dans le vrai monde, parce qu'il faut bien un moment qu'un enfant, on les fait pour qu'il s'en aille et qu'il s'émancipe et qu'il s'envole. Eh ben, quand je me suis confronté au vrai monde, je pense que j'étais pas aussi bien préparé que j'aurais dû. Je ne l'imaginais pas aussi compliqué, conflictuel, parfois cruel, et ça m'a fait super peur. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à... J'avais une nature, effectivement, un peu anxieuse, mais là, elle s'est concrétisée parce que j'avais personne pour me rassurer, parce que je me suis retrouvé loin de mon foyer, et j'avais personne pour me rassurer au quotidien comme savaient le faire mes parents, ma maman et mon papa. Et donc ces craintes, je les gérais tout seul, et voilà. Mais c'est marrant parce qu'en même temps, elles sont nécessaires, hein. Moi, par exemple, avant de monter sur scène, je suis au théâtre en ce moment, il n'y a pas un jour où j'ai pas le bide en vrac et les mains moites. Et après toutes ces années, je continue à avoir une peur presque panique de monter sur scène ou avant qu'une scène ne commence. Pour autant, ça m'emmerderait qu'elle me quitte, parce que je sais qu'elle me permet de continuer à être vigilant, d'être attentif aux autres et à moi-même, et j'en ai besoin. Donc cette peur, elle est aussi nourricière parfois. Ce que je n'aime pas chez elle, c'est quand elle me sidère, quand elle me fige, quand elle m'empêche de réfléchir avec un peu plus de lucidité. Il y a un poète qui disait: le pessimisme est une humeur, l'optimisme une volonté. Et c'est vrai que c'est facile, en fait, parfois d'être un peu inquiet. Et alors que pour être optimiste, pour croire en soi et au monde, il faut se bagarrer. Et en même temps, c'est ça la vie, c'est qu'il faut se bagarrer un peu. Il faut y croire. Tu nous parles de tes parents. Nous pouvons et nous devons parler des gens qui ne sont plus là. C'est pas parce qu'ils ne sont plus là qu'ils ne sont plus là. On n'ose jamais parler des gens qui sont morts, et pourtant ils continuent à vivre avec nous ou en nous. Les absents ne sont jamais invisibles. Les invisibles ne sont pas absents. C'est ça. Et quels sont l'héritage que t'ont laissé tes parents? Bon, bah, tout ce que je suis. C'est-à-dire, papa t'a laissé quoi? Maman t'a laissé quoi? Ma mère m'a laissé un sens une certaine sociabilité, une capacité à s'adapter dans divers milieux. Je me sens aussi à l'aise dans le milieu dont je viens, qui est un milieu prolétaire, ouvrier, que dans un milieu plus, plus bourgeois ou plus éclairé. Même si c'est une aberration ce que je dis, parce que mon père était un autodidacte, mais très érudit, très cultivé, très curieux, très voyageur, dont la profession de foi qu'il m'a donnée était celle-ci: ta joie d'apprendre doit être plus grande que celle de savoir, toujours. Et effectivement, l'idée d'être curieux, d'apprendre, me rend plus de service que d'imaginer que je sais quelque chose. Voilà, il y a quelques petites choses que je maîtrise, mais il n'y a rien qu'on sache vraiment. Et la vie est pleine de surprises. Mais par contre, continuer à apprendre, ça, ils me l'ont vraiment donné. Ça, c'est plutôt mon père, qui m'a transmis une certaine gravité aussi parfois. Et ma mère m'a transmis plus de légèreté, même parfois de frivolité. J'aimais beaucoup la légèreté, c'est la capacité qu'avait maman à être à l'aise un petit peu partout, et elle me l'a plus transmis. Donc mes parents, ouais, je leur dois beaucoup. Je les aimais profondément, très sincèrement, évidemment. J'ai eu de la chance, nous avons eu de la chance, ma sœur et moi, d'être très aimés. Est-ce une force supplémentaire qu'ils t'ont léguée aussi avec leur départ? Bah, non. Non, honnêtement, ça a été très, très dévastateur. Ils sont partis en plus à 6 mois d'intervalle. Non, ça a été dévastateur. En revanche,
Ils m'ont pas transmis la foi, parce que mes parents étaient agnostiques, athées, comme je le suis. Et ça m'aurait aidé, je crois, d'avoir la foi. Je sais que des gens qui ont une foi sincère, lumineuse, une foi traversante, comme ça, si j'ose dire, ça peut aider à justement à traverser certaines épreuves. Moi, j'ai pas ça, donc j'avais que ma douleur et elle a été un peu compliquée à gérer. J'ai eu 2 années un peu difficiles que j'ai recouvert sous le voile pudeur du travail, sous le voile pudique du travail, de l'hyperactivité. J'ai toujours été un peu hyperactif, mais là, je me suis un peu noyé dans une sorte de fuite comme ça. Mais dans les moments où je me retrouvais seul. Et puisque je les aime, ces moments-là, ils ont été plus difficiles à gérer qu'ils ne l'étaient avant. Non, il me manque beaucoup. Alors mon père m'habite complètement, parce que je sais qu'il est là, vraiment en moi. Il m'a légué beaucoup de son intellect, de sa manière d'être. Mais c'est ma maman qui me manque le plus, parce que ma maman, justement, j'avais les discussions plus légères, plus désinvoltes, plus quotidiennes. Et ça, avec mon père, c'était des échanges qui pouvaient être vifs. On s'entendait pas toujours. Quasiment tout le temps, mais on pouvait avoir des échanges vifs, mais c'était toujours teinté d'une sorte de hauteur, si tant est qu'on puisse parler comme ça. C'est un peu prétentieux. Mais moi, ce qui me manque, c'est le quotidien, les petits coups de fil quotidiens avec ma mère pour tout se dire et rien, et avoir la même tendresse pour le tout et le rien. Et j'aimais bien ça. Et ça me manque parce que c'est un écho que je n'ai plus. Avec mon père, il résonne encore en moi, voilà, sur mes réflexions, sur ma manière d'être, de lire, d'envisager le monde. Mais maman, elle me manque beaucoup. Ouais. Et à ma sœur aussi, d'ailleurs, c'est un peu on a un peu le même rapport. Mais heureusement, on est très proches. Sans transition, dans une rencontre inattendue, le personnage principal vit une expérience qui change sa vie. D'après toi, quel est le message central que le film cherche à transmettre, Bruno? Croire en ses rêves. À l'évidence, croire en ses rêves. Et David en est l'incarnation. Est-ce qu'on en passe un petit peu à David? David Wheeler, absolument. Alors David Wheeler, réalisateur de talent. Ah ouais. Donc je rencontre ce gars, David Wheeler, qui vient me voir, plein de candeur, de rêves et d'étoiles dans les yeux, et en même temps je sens une détermination, une force, une ténacité chez lui. Et il m'explique qu'il fait des films en stop motion, c'est-à-dire un peu pour ceux qui nous écoutent à la Wallace et Gromit, où il faut faire de l'animation mais seconde par seconde. C'est-à-dire qu'un film de 5 minutes, ça prend 6 mois quoi. Et lui, il fait tout seul. Il fait ses marionnettes, il fait ses décors, il fait sa musique. Il a écrit évidemment son histoire et il me montre un tout petit extrait très court qu'il a déjà fait. Il me dit voilà ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de réaliser. Moi, mon idéal, c'est Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est aussi un film en stop motion, et je suis absolument sidéré par ce gars qui me dit qu'il travaille, qu'il a investi tout le peu d'argent qu'il gagne et qu'il avait, et il en avait quasiment pas, dans la construction, dans son garage de sa petite maison, ou même dans son appart, je crois, à l'époque, avec sa femme et tout. Il a construit son décor, ses petites marionnettes, et je vois le film 2 ans après avoir fait les voix, et je suis fasciné déjà par son histoire, de ce petit garçon, de ce petit vampire bienveillant, Edgar, qui se nourrit de l'amour des uns et des autres pour le transmettre à son tour, et qui tombe sur un homme que je joue très cruel, qui veut le ramener à sa condition de vampire éternel, buveur de sang. Et lui, c'est un vampire qui est dans la marge comme ça. Et je trouve l'histoire très jolie, très délicate, très burtonienne effectivement, mais très David Wheelerienne. Et donc je tombe en amitié, en tendresse pour ce gars, et depuis je l'accompagne dans ses projets, en l'encourageant, en l'éclairant quand il me demande d'être éclairé. Je le guide pas parce que j'ai absolument pas la prétention d'être un guide, mais un éclaireur à l'occasion, oui. Voilà, je lui ai présenté 2-3 personnes et puis donné quelques conseils. Et là, il fait son 2e film. Et là, on se retrouve avec Clovis Cornillac, ma pomme, sur un film beaucoup plus sophistiqué qui va faire 15 minutes et avec des marionnettes beaucoup plus complexes qu'il a réussi à obtenir à force de rencontres et tout, et de détermination. Il a obtenu des marionnettes bien plus complexes, un décor avec un vrai décorateur, donc il bénéficie d'une aide et d'une production solide pour faire un film qui l'amènera sans aucun doute, et je ne peux pas imaginer que ce soit le contraire, qui l'amènera à faire un long métrage dans les années qui viennent. Et ce gars,
C'est exactement ça, c'est l'incarnation de crois en tes rêves. En plus, c'est pas un enfant de la balle, hein. Il vient absolument pas de ce milieu. Il a un parcours que je vais pas me permettre moi de décrire ici parce que je suis pas à sa place. Il aurait peut-être pas nécessairement envie d'en parler, mais il a un parcours d'enfant qui s'est bagarré pour être là où il est, très émouvant, par là où il est passé, et tout avec une délicatesse, une douceur, une tendresse et tout, dans son expression orale, dans sa manière de se déplacer, dans sa manière d'aborder les gens, et il obtient tout. Comme quoi, vraiment, c'est une leçon que, avec la gentillesse, qui est un mot qu'on galvaude de temps en temps, avec la gentillesse, on peut vraiment déplacer aussi des montagnes. Et lui, il les déplace petit à petit, avec une volonté et une douceur que je trouve absolument remarquable. C'est un type pour lequel j'ai la plus grande admiration. Et dans Une rencontre inattendue, tu es le narrateur. Ouais. Et justement, à la fin de ta narration, y a-t-il une émotion ou une réflexion particulière que tu voudrais laisser au spectateur, Bruno? Bah oui, pardon, je vais me répéter, mais ce terme qui est si beau et qui est utilisé parfois à tort et à travers, parfois galvaudé, mais qui est si joli, croyons en nos rêves. Et soyons lucides. Croire en ses rêves, c'est ce qui nous permet d'avancer sereinement. Mais pour autant, on va pas se mentir, on rêve parfois et puis ces rêves ne s'accomplissent pas. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit d'y croire dès le début. Les obstacles, le manque d'opportunités, pas de chance, ça peut arriver. J'ai horreur d'une expression qui dit « quand on veut, on peut ». C'est des conneries de dire ça. Parce qu'il y a des gens qui veulent toute leur vie, ils peuvent pas. Et c'est plus compliqué que ça. Mais en revanche, croire en ses rêves, continuer à y croire. Et s'ils s'accomplissent, alors là, on est sans aucun doute l'être humain le plus heureux et le plus accompli qui soit. Donc, c'est ce que raconte une fois de plus David Wheeler dans son film. C'est une belle rencontre. Aujourd'hui, c'est une rencontre inattendue, mais quoi qu'il en soit, c'est une belle histoire que vous écrivez tous ensemble. Ouais, je veux le croire, ouais. Mais tu peux. Et tu as le droit et le devoir d'y croire. Bruno, je m'adresse au Bruno engagé. Quels sont, selon toi, les plus grands défis auxquels la culture française est confrontée aujourd'hui? Plusieurs choses. Déjà, pour parler d'un truc qui est essentiel pour moi, c'est le service public. Le service public, je crois que certaines personnes ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire, le service public. Si certains partis arrivent au pouvoir, certains essayeront de le contrôler, d'autres carrément de le faire disparaître. Et c'est une erreur fondamentale, parce que la première chose que brûlent les dictateurs, et font disparaître, c'est la culture. C'est l'accès à la révolte, l'accès à la réflexion, l'accès à se dire que peut-être qu'on peut envisager le monde autrement. C'est au travers des livres, de la peinture, du cinéma, de la poésie, de la musique, etc. que ça existe. Si vous faites mourir la culture, si vous empêchez qu'elle soit livrée au plus grand nombre, ce que fait le service public, vous la rendez privée, donc plus difficile d'accès, plus contrôlée par évidemment des intérêts financiers, et ça c'est vraiment essentiel. Vous savez, Nietzsche il a dit une chose: heureusement nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. C'est-à-dire que si on n'a pas la capacité à regarder le monde au travers des yeux des artistes, quels qu'ils soient, eh bien, on regarde le monde tel qu'il est, et là, il y a vraiment de quoi se flinguer. L'art transcende et même rend beau ce qui peut être laid. Mais il faut toujours aspirer à rendre les choses plus belles. Et pourquoi? Alors là, évidemment, je philosophe un peu, mais je vais en revenir à quelque chose de plus prosaïque et plus concret. Effectivement, moi, je crois que la culture est en danger dès lors qu'elle est ou sous contrôle, ou livrée à des intérêts privés. Voilà, il faut qu'elle reste libre d'accès. Après, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas tous obligés de regarder les chaînes du service public et d'écouter les radios du service public. Mais en tout cas, c'est là qu'il y a la matière à se forger sa propre opinion. Voilà, c'est là qu'il y a la matière à une pluralité de la réflexion. Et je crois que la culture est très en danger dans tous les pays où les populistes et les extrémistes arrivent au pouvoir, parce qu'ils veulent la contrôler, parce qu'ils savent très très bien que elle est le terreau, d'une réflexion et d'une poésie qui fait que les gens ils sortent de leurs conditions, du déterminisme dans lequel on voudrait les engager. Donc c'est pour ça que la culture est menacée et que c'est très important. Et l'humour est menacé aussi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, lorsque vous faites de l'humour, même l'humour le plus féroce, même le plus déplacé, parce qu'on est dans un pays où on a le droit au blasphème déjà. Ça, il faudrait vraiment que certains se le foutent en tête. Le
le blasphème est autorisé par la loi. Le sexisme, l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, ça n'est pas autorisé. Le blasphème, ça l'est. On a le droit de blasphémer une figure religieuse, que ça soit Allah, Mahomet, Jésus, Dieu, Bouddha ou qui que ce soit d'autre. On a le droit dans un pays comme la France et c'est un bien. Après, chacun aussi a le droit d'avoir son culte, d'avoir ses croyances, etc. dans son domaine. Mais on a le droit. Donc ça, il faut qu'ils arrêtent. On a insulté mon Dieu, on a insulté mon prophète et tout. C'est les conneries. Alors évidemment, après ça peut être de bon goût, de mauvais goût, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, quand on fait de l'humour transgressif, on est obligé de se justifier sans cesse parce que les réseaux sociaux se sont emparés de certains traits d'humour. Eh ben ça c'est un scandale. On n'a pas, moi quand je faisais Caméra Café, on traitait de manière très très féroce des fois les sujets comme l'homophobie, le sexisme, etc., le racisme. On y allait, mais franco avec nos personnages. Mais au travers de personnages monstrueux que nous étions, évidemment, on dénonçait. C'est le principe même de l'humour. C'est de l'acide, c'est d'appuyer là où ça fait mal. Et on nous le reprochait, mais qui nous le reprochait? 3-4 personnes qui écrivaient un courrier dans un journal, dans un magazine et tout. Ok, c'était pas repris. Aujourd'hui, n'importe qui, effectivement, n'aime pas un sketch qu'il voit à la télé, se manifeste, c'est repris 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois, et tout d'un coup, t'as des journalistes, au lieu de dire, bon, ben, c'est leur problème, non, ils s'emparent du truc et ils t'appellent, ils disent, oui, j'aimerais bien que vous vous justifiez par rapport à cette blague que vous avez fait sur les attentats. Mais non de non, mais c'est le principe, j'ai pas à me justifier. Dès lors que on est dans le droit, dès lors que c'est pas de l'incitation à la haine, que c'est pas ouvertement antisémite sans qu'il y ait de l'humour autour de... voilà, on peut très bien faire un sketch raciste dans lequel on comprend que c'est une dénonciation du racisme. Si le sketch est ouvertement raciste, là vous êtes hors la loi, là vous avez des comptes à rendre. Mais autrement, pour l'humour, on n'a pas de comptes à rendre. Et je fais le distinguo. Pour moi, Dieudo avait des comptes à rendre, parce qu'il est devenu un militant, et que ce qu'il disait, c'était pas sous le couvert d'humour. On sentait qu'il y avait une volonté, effectivement, de transmettre un message, qui en l'occurrence est un message antisémite, voire négationniste. Voilà. Donc, il faut faire le distinguo, et la frontière, en fait, elle se repère assez facilement. C'est de la mauvaise foi de faire semblant de ne pas repérer de la caricature, et du militantisme, qu'il soit contre sur l'homophobie, le sexisme, le racisme ou l'antisémitisme. Il faut vraiment pas arrêter de nous prendre pour des cons. Donc c'est ça qui est chiant, c'est qu'aujourd'hui l'humour est mis en danger. On peut aller voir un spectacle parce que là on paye sa place ou voir un film, mais en télévision l'humour est devenu très édulcoré parce que comme ça rentre dans tous les foyers, maintenant on a peur et on fait un humour un peu bisounours, un peu tranquille, moins subversif qu'il n'a pu l'être à une époque parce que les chaînes, donc ceux qui décident, les diffuseurs, ceux qui décident, c'est eux. Si vous n'avez pas l'argent l'accompagnement de la chaîne ou l'argent des diffuseurs, votre projet vous le gardez sous le coude. Mais eux, ils ont peur. Ils disent non, ça vous pouvez pas le mettre. Non, ça vous pouvez pas le dire. Et puis quand ils le font, ils se font tellement taper sur les doigts après qu'ils disent c'est fini la prochaine fois. Donc voilà, l'humour tel qu'il est, c'est-à-dire un peu gratteur, un peu provocateur, a disparu un peu de la télévision. Heureusement, il existe encore au cinéma et sur scène, mais même là, on sent qu'il y a des humoristes qui se disent putain, je sens bien que lorsque j'aborde tel sujet, je me fais fracasser, même des manifestations devant les théâtres à l'intérieur. Des fois, ça peut être justifié. Si le mec fait, je vous dis encore, s'il fait des tribunes dégueulasses, voilà, c'est normal qu'il se fasse un peu vilipender. Mais quelqu'un qui fait de l'humour, même très provocateur, je pense à Blanche Gardin et à d'autres, qui sommes-nous pour aller venir emmerder Blanche Gardin sur son humour? As-tu un avis sur la disparition dans les mois à venir de la chaîne Énergie 12 ou de C8? Moi, je connais une phrase d'un philosophe, je me réfugie derrière le philosophe des fois, mais c'est parce que c'est éclairant. Il y a un philosophe qui disait « Méprisez le peuple, bientôt il sera méprisable. Estimez-le et il s'élèvera ». Je pense que ça, c'est le devoir de ceux qui ont la chance d'être filmés, lus, vus, entendus, de pas mépriser, de pas être condescendant vis-à-vis de ceux qui nous regardent. Parce qu'on a vite tendance à être paresseux, c'est normal, moi le premier. De temps en temps, vous êtes là sur votre canapé, vous regardez un programme un peu facile, voilà, en disant bon, ça va, ça mange pas de pain. Mais si tout d'un coup vous regardez plus que ça, tous les jours, chaque jour, et que vous vous enfoncez tout d'un coup dans une pensée un peu molle, un peu tiède, qui vous pousse pas
pas un peu de temps en temps à vous dire allez, sors de ton canapé, va voir un peu le monde, va voir un peu dehors. Ça peut être dangereux sur certains esprits. On peut de temps en temps se dire ça va, oui, aujourd'hui j'ai bouffé des chips, j'ai pris 3 bières et puis j'ai regardé une connerie, un jeu à la con. Bon, mais si tu fais que ça, au bout d'un moment, effectivement, t'as plus cette matière à réfléchir. Donc je pense que mépriser les gens deviennent méprisables, estimez-les, ils s'élèvent. Et les gens, ils aiment bien qu'on les estime tout d'un coup, avoir une contradiction, avoir un débat, et tout d'un coup se dire, ah ouais, peut-être c'est intéressant de voir le monde autrement. Donc peut-être ce qui a été reproché à Énergie 12, c'est ça. Pour C8, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est-à-dire que C8 a peut-être un peu poussé les curseurs du côté d'opinions un peu tranchées, un manque peut-être de pluralisme. Alors après, moi, fondamentalement, je crois que c'est pas une manière de résoudre le problème de cette fameuse phrase « mépriser le peuple, il deviendra méprisable, estimez-le, le célébrera ». À partir du moment où on censure, on fait un coup de focus et ça peut avoir un effet contre-productif. Donc je ne pense pas que ça soit une grande idée. Maintenant, il y a un truc qui s'appelle l'Arcom qui prend des décisions. Voilà, il semble, pour ceux qui sont à C8 ou à Énergie 12, que ces décisions soient orientées, au même titre que eux, leur ligne éditoriale pouvait paraître orientée. Voilà, c'est le prix à payer. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est inutile. Mais pour autant, moi, c'est vrai que c'est pas les chaînes vers lesquelles j'ai envie d'aller naturellement, et je ne les regarde pas, et je crois que c'est ça ma liberté. Et la liberté de chacun, c'est de ne pas aller voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Quel est le prochain combat qui te tient particulièrement à cœur? La sauvegarde de la planète. Le hasard de cette question veut que l'un de mes oncles, c'était Pierre Fournier. Pierre Fournier, en 1970, il lance le mouvement écologiste dans les médias, à travers un journal qui s'appelle La Gueule Ouverte. Il est mort dans les années 70. Il a soutenu le tout premier candidat écologiste français qui était René Dumont en 74. Donc moi j'ai vraiment grandi là-dedans. Mes parents vivaient un peu en communauté, pas toujours, mais ils ont un peu vécu là-dedans. On a mangé à une époque où personne n'en parlait, des produits qu'on appelait à l'époque macrobiotiques. Bon voilà, des trucs véganes, des produits pas transformés, peut paraître un peu baba hippie, mais il y avait aussi, on commençait à parler d'énergie solaire à un moment où tout le monde pensait que les ressources de la planète étaient infinies et que arrêtez de nous emmerder, vous êtes des obscurantistes, etc. Et lui, mon père et d'autres, ils faisaient partie de ces mouvements qui disaient mais attention, on est en train d'épuiser cette putain de planète, elle ne pourra pas nous offrir plus que ce qu'elle a. Et quand elle n'aura plus rien à nous offrir, on va crever. Et ça, on en parlait dans les années 70 parce que l'alerte était déjà légitime dans les années 70. Donc il y a 50 piges. Et là, on se dit, on va droit dans le mur. Donc je crois que le premier combat, celui qui écrasera toutes les idéologies, toutes les guerres, toutes les mesquineries, toute la monstruosité de certains dirigeants et de certaines guerres et tout ce qui submergera, ce sera que tout d'un coup, la chaleur accablante, les pluies diluviennes, les raz-de-marée, les pays submergés, les villes qui vont disparaître, les réfugiés climatiques à qui on leur dira quoi? Non, vous êtes des voyous, vous n'avez pas rentré sur le territoire. Ben oui, mais on n'a plus de territoire. Retournez chez vous, mais on n'a plus de chez nous. Il n'y a plus que le désert, il n'y a plus que l'eau qui a tout envahi. Donc le combat le plus nécessaire, c'est celui de sauver la planète qui permettra de sauver les hommes. Il faut bien que les hommes, s'ils doivent se reconstruire, ils se reconstruisent sur une planète qui peut les accueillir. Mais là, la planète, à un moment, et elle gagnera, c'est la planète qui va gagner. À un moment, on le voit, et on l'a vu à Tchernobyl, quand la nature a repris le dessus au bout de 10 ans. Maintenant, c'est une forêt. Alors, une forêt, vaut mieux pas manger les carottes qui y poussent, parce qu'elles sont radioactives, mais pour encore quelques années. Quand il y a eu le confinement, le tout premier, on a vu la vitesse à laquelle, au-dessus de Paris, il n'y avait plus moi, j'habite un peu au-dessus de Paris, en dehors de Paris, et donc je vois cette couche de pollution, et tout ça, qui est sûrement au-dessus de chez nous aussi, mais de Meudon. Mais elle avait disparu pendant un moment. On voyait des animaux dans la forêt, où moi je vis quasiment au cœur de la forêt de Meudon, et je voyais des animaux ressortir, on en voyait arriver aux portes de Paris. Donc la vitesse à laquelle la nature dit non mais attendez, si vous nous foutez la paix, vous allez voir, on se reconstruit très vite, et c'est vous qui perdrez. Nous, enfin les humains, c'est nous qui perdrons, parce qu'il y aura plus de ressources et tout. Mais une fois qu'on aura tous disparu, la planète va redevenir magnifique. Et c'est ça qui est dingue, c'est que c'est le seul combat qui vaille pour pouvoir ensuite envisager les
les autres qui sont nécessaires. Alors bien sûr qu'il y a là en ce moment, il y a la guerre en Ukraine, la guerre au Liban, à Gaza, ça il faut les régler, l'arrivée des extrémismes un peu partout, il faut le régler. Mais de toute façon, tout ça risque d'être balayé. Donc tous ces gens-là, tous ces responsables, et nous, parce qu'il n'y a pas de raison de sortir de sortir du lot. On a tous notre petite responsabilité. C'est le fameux colibri avec sa petite goutte d'eau qui va éteindre l'incendie. À qui le lion dit mais tu crois que ça va suffire? Je dis je fais ma part. Je peux pas faire plus. Moi je suis un colibri, c'est une goutte d'eau. Bon on a tous cette responsabilité-là. Il serait bien temps qu'on soit tous d'accord là-dessus. Sauvons la planète. Après il sera question de parler d'autre chose. Mais c'est une folie que de laisser que de continuer à regarder ça en disant mais non mais ça va, on va passer au travers. On passera pas au travers. Donc ça c'est le combat ultime et nécessaire. Moi j'ai des enfants, hein. Ils veulent pas d'enfants. Hein. Ça me désespère de savoir que mes enfants ne veulent pas d'enfants. Enfin ça me désespère. Le mot est un peu fort, mais ça me fait de la peine qu'ils ne veulent pas d'enfants. Moi, j'ai adoré l'idée d'avoir des enfants. Je suis tellement heureux d'avoir un fils et une fille. Et tu seras peut-être pas grand-père. Oui, mais c'est pas tant que moi je ne le sois pas, que eux ne soient pas parents. On est en train de faire en sorte que les enfants soient résignés. Nos enfants d'aujourd'hui soient résignés. C'est pas beau la résignation. Le fatalisme, de temps en temps, oui, une certaine fatalité, mais on se veut se battre contre la fatalité. On peut quand même. Il y a quelque chose, il y a des armes, mais se résigner à se battre contre la fatalité. Alors là, ça fait c'est la double peine. Genre non, c'est bon, on fait avec et ils veulent pas d'enfants. Et mes enfants me le disent, mais j'entends plein de parents et plein de copains et plein d'enfants le dire régulièrement. Déjà que ça va pas être simple pour nous, donc pour eux, ils ont raison. Et c'est dégueulasse qu'on ait amené nos gosses à penser comme ça. C'est dégueulasse. Bruno, je vais te demander de choisir un mot pour définir chacun de ces mots. Le bonheur. Essentiel. La vie. Fatal. La mort. C'est la seule vérité. Dieu. Le silence. Souhaites-tu approfondir l'une de tes réponses? Le bonheur, peut-être parce que c'est une quête perpétuelle. Et Jules Renard, il disait, et si le bonheur, c'était se souvenir du présent? Je trouve ça très beau. Et si le bonheur, c'était se souvenir du présent? C'est-à-dire que on regrette, on est mélancolique. C'est beau, c'est bien, c'est des fois on est nostalgique. Une certaine idée du passé, de notre jeunesse, de tout ce qu'on veut, de nos amours, de nos emmerdes. On espère du futur, qu'il soit meilleur, qu'il soit moins pénible, peut-être. Mais le présent, peut-être ça le bonheur. Donc le bonheur serait peut-être de se souvenir du présent. Pour conclure, Bruno Solo, ce joli moment, quel message souhaites-tu adresser à tous ceux qui nous écoutent? Croyez en vos rêves et ne leur en voulez pas s'ils ne s'accomplissent pas tous. Il y en a d'autres que vous n'avez peut-être pas envisagé. Merci beaucoup, Bruno Solo. Prends soin de toi et sois intensément heureux. Promis. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier. Portez-vous bien et soyez intensément heureux.